Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce 6e congrès des entreprises du futur, à la rencontre des PME, des ETI audacieuses, programme à découvrir évidemment sur les antennes de Bismart, ici, dans ce stade de football, ce magnifique stade de l'OL, avec mes invités, à la rencontre des héros, qui sont des chefs d'entreprise, des dirigeants, héros avec un S comme stratège. Et on va parler bien, de la data. On en parle beaucoup de cette data, elle révolutionne, elle bouscule les organisations, mais elle accompagne aussi ces data, bien, la transformation des entreprises. On va en parler, c'est peut-être aussi une nouvelle étape dans la sortie de crise Covid. On en parle avec mes deux invités. Jean-Marie Demoulian, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de région GEMS Group, société de conseil spécialisée et leader de l'intégration cloud et big data. Mais cette présentation, vous allez la rectifier immédiatement, vous faites bien plus. Tout à fait. Merci Arnaud pour cette invitation. Donc GEMS Group, nous construisons des patrimoines de données pour les entreprises. Nous sommes des industriels de la donnée, surtout. Et donc on accompagne les entreprises dans leur transformation autour de la donnée et pour qu'elles puissent développer de nouveaux usages. Donc voilà, conseiller en patrimoine pour faire un petit trait d'humour. Conseil en patrimoine, pour faire un trait d'humour, c'est très bien. On est un industriel français, on est 800 personnes et on est présent sur toute la France, en Suisse et en Belgique. À vos côtés, vous vous connaissez bien, parce qu'on va voir que vous vous connaissez bien. François Méraud, bonjour. Vous êtes directeur des marchés expertise comptable chez Cegid, l'un des leaders des logiciels de gestion pour les professionnels. Leader, vous êtes d'accord ? Oui, le leader. Le leader, oui. le Le leader, absolument. Oui. Vous connaissez bien parce que James, et vous êtes Cegid, un de vos clients. Tout à fait. En fait, on travaille ensemble avec François depuis maintenant quelques années et notamment on construit un des patrimoines de données de Cegid. Je laisserai évidemment François expliquer à quoi va servir ce patrimoine de données, parce qu'on ne va pas dévoiler non plus ici des secrets. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je ne sais pas, à voir avec François. Non, il n'y a pas de secret en fait. Il n'y a pas de secret, Non. il n'y a aucun secret. Justement, c'est peut-être un peu l'occasion de nous parler de Cegid. Concrètement, Cegid, qu'est-ce que fait Cegid ? Donc nous sommes un éditeur de logiciels, une société française basée à Lyon, un peu plus de 3000 personnes. Nous sommes un champion du réglementaire pour nos clients. Donc nous leur fournissons des solutions de gestion qui, suivant les métiers dans lesquels ils se trouvent, leur permettent de faire leur comptabilité, leur paye, leur facturation, leur gestion de stock, leur logistique, leur production. Voilà, donc c'est une entreprise historique qui a plus de 30 ans, qui est désormais très bien implantée en France, un champion de réglementaire dans le pays. Nous sommes également à l'international, en Europe du Sud, en Europe du Nord, en Amérique du Nord et en Asie. Très concrètement, ces données, on en a parlé dans un précédent débat ici à l'occasion de ce 6e congrès, c'est réellement la 4e, voire même la 5e révolution. On a parlé des révolutions industrielles, on parle des révolutions digitales et numériques. On est dedans, on en est sorti, on change d'air. Qu'est-ce qui se passe là concrètement, vous qui êtes à la fois dans le conseil, mais aussi dans la mise en place concrète ? Je pense que les données, on est dedans tout le temps. En fait, aujourd'hui, on ne se rend pas compte puisque on partage nos données sur les réseaux sociaux. Vous connaissez le sujet. Mais la vraie révolution, c'est que c'est une vraie révolution industrielle. C'est-à-dire qu'il y a eu une rupture technologique qui est importante. Et cette rupture technologique, qui sont la rupture technologique des architectures distribuées. Alors comme ça paraît être un mot un petit peu barbare. Oui, je vous confirme. Je vous le confirme. Donc, mais c'est en fait, ça permet aux entreprises de stocker toutes leurs données, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, et surtout de pouvoir avoir une énorme puissance de calcul autour de ces données. D'accord ? Et donc ça permet de se constituer un vrai patrimoine de données. Elle est là la rupture et la révolution industrielle, ce qui va permettre demain pour les entreprises de développer de nouveaux usages, ce qu'on est en train de faire avec Cegid, par exemple. Ça c'est fondamental, le fameux patrimoine de données, c'est le stockage. Alors, pour être un peu basique, parce que moi je suis quelqu'un vraiment très très basique, avant on classait ça dans des armoires, on les glissait avec des feuilles, on avait quelques données, et puis ça s'empilait dans des archives qui étaient ingérables, qui se détruisaient, qui n'existaient plus. Là aujourd'hui on utilise cette donnée qui est stockée, et on peut en avoir un usage très intéressant. Ouais, en fait, vous n'aviez pas de la donnée avant. Vous aviez des copies sur des supports non actionnables. Des disquettes ? Des disquettes, des ça. papiers, Voilà. Vous aviez des choses dont vous ne pouviez pas faire grand-chose. Et j'aime bien ce que disait Jean-Marie à l'instant. La révolution, ce n'est pas la donnée. La révolution, c'est ce qu'on peut en faire. Exactement. Et ce qui est intéressant dans cette
utilisation du mot patrimoine, eh bien, c'est que quand on aborde le sujet sous cet angle, on se rend compte qu'un patrimoine, ça a de la valeur. C'est quelque chose que l'on doit constituer, qu'on doit entretenir, qu'on peut développer. Mais pour que tout ça soit possible, il faut investir dans son patrimoine. Donc c'est bien ça dont on parle. C'est une valeur qu'on construit par l'utilisation appropriée de l'information dont on dispose pour que cette information, elle devienne une information actionnable. Juste avant de redonner la parole à Jean-Marie Demoulian, mais François, cette donnée, vous me dites, bon, avant, elle n'était pas utilisée, mal utilisée, puis on ne pouvait rien en faire, c'est du papier. En quoi cette donnée, aujourd'hui, elle a une valeur? En quoi elle est essentielle aux entreprises? D'abord parce qu'on peut s'en servir. On a une opportunité technologique qui consiste à pouvoir utiliser cette donnée. On peut la stocker, on peut l'agréger, on peut l'empiler même si on n'en fait rien tout de suite. On y reviendra plus tard. Et puis, ça correspond, cette matière première, elle correspond à des attentes qu'on a tous les jours. On a tous un téléphone dans la poche, on a tous Netflix à la maison ou un autre, quelle que soit la solution de streaming qu'on utilise. Et on est tous été habitués dans nos vies personnelles, à vivre au milieu de la donnée et en bénéficier. On est content d'être reconnu quand on arrive sur un site Internet. On est content. Et ça, c'est possible grâce à la data. Mais cette habitude qu'on a prise à être des consommateurs de la donnée en permanence, eh bien, cette habitude, elle se propage dans le monde de l'entreprise. Et aujourd'hui, les entreprises sont confrontés à la même opportunité parce que leurs clients leur posent la même question. Ils veulent bénéficier de ce que la donnée leur permet d'obtenir. Qu'est-ce qu'ils vous demandent, vos clients? Alors, c'est Gide, vous avez travaillé, vous travaillez ensemble, c'est un de vos clients. Je dirais dans la matrice un peu sociologique de vos clients, quelle est la demande aujourd'hui? C'est l'architecture ou c'est de la donnée? Permettez-moi de la stocker, de l'analyser, de la traiter et d'en faire quelque chose. J'ai essayé de vous faire une analogie. Quand on construit un patrimoine de données, c'est comme si on construisait un pont. Pour les entreprises, elles nous disent « Construisez-moi ce pont, je dois aller d'une rive à l'autre. » Et nous, on va leur construire de A jusqu'à Z. D'accord ? Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que j'aime bien, qu'a dit François, c'est qu'il ne faut pas oublier l'usage. Je vais vous donner un cas concret. Moi, je suis client, si on peut se permettre de citer. Mais allez-y, bien sûr. Moi, je suis client Fnac. Donc voilà, j'achète, je vais à la Fnac de Lyon ou de Paris et autres. Et un jour, je vais à Barcelone. Parce que j'aime bien voyager. Et donc, je vais acheter un produit à la Fnac de Barcelone. Et j'ai une carte de fidélité avec moi. Donc, je veux l'utiliser. Et ben, il se trouve qu'on ne me reconnaît pas comme client Fnac. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, derrière, il n'y a pas de patrimoine de données global. L'idée, nous, par exemple, on travaille pour Sephora aujourd'hui. C'est l'idée. L'idée, c'est que ce qu'on aime bien aujourd'hui, comme être reconnu sur un site web, par exemple, on veut être reconnu comme client si je vais à Barcelone, à New York, ou à Kuala Paris, Lumpur. ou à Kuala Lumpur. Bien sûr. C'est ça qu'on a envie en tant que client. Et un patrimoine de données, par exemple, ça peut servir à ça. Et donc, nos clients peuvent nous demander ce genre de choses. Mais ça peut servir à plein de cas d'usage différents. Sur le plan technique, et je donne la parole à François, mais sur le plan technique, vous, James, c'est compliqué? Parce que quand vous nous le dites comme ça sur un plateau de télé, ça paraît d'une simplicité biblique, quoi. Il suffit de relier le truc à Barcelone et hop, mais ça a l'air très compliqué. Moi, je vous vois sourire. Oui, vous voyez, c'est pas l'informaticien qui parle. Hein. Oui, je vois bien. C'est en même temps, je vais vous dire, c'est en même temps le fait d'experts et d'industriels. On est des industriels de données, on a des ingénieurs qui travaillent. C'est pas trivial, et évidemment, sinon on n'existerait pas, d'accord ? C'est pas si simple que ça. Surtout que la grosse différence qui fait aujourd'hui, du fait de cette rupture technologique, c'est avant que les données étaient en silo. Aujourd'hui, vous pouvez mettre vos données au même endroit, d'accord ? Et ça, c'est que ça soit dans l'entreprise ou dans le cloud. Vous entendez beaucoup parler du cloud, du big data. C'est un peu la présentation que vous avez eue tout à l'heure de James. Mais en fait... C'est une grosse armoire, quoi, le cloud. Exactement. Le cloud, ce n'est qu'un support, finalement, qui est voilà, dans le cloud. Mais excusez-moi, en travaillant sur ce sujet, j'ai lu des articles très mainstream, très grand public, François, qui disaient finalement que cette donnée, c'était l'or noir du 21e siècle. Vous êtes d'accord avec ça? La gestion de ces données vont devenir, je dirais, plus précieuses que le baril de pétrole. Je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste du pétrole. Donc mais de la donnée. De la donnée, je connais mieux.
c'est de manière évidente un élément de différenciation essentiel pour les entreprises. Et de ce fait, ça leur permet d'être plus compétitifs s'ils savent s'en servir. En gros, s'ils ont leur patrimoine et qu'ils savent bien s'en servir. Vous posiez la question de à quoi ça sert. Je vais prendre des exemples très concrets. En parlant de mes clients, moi j'ai la chance chez Cegid. Parce qu'en bout de chaîne, vous avez des clients, vous. Oui, bien sûr. Oui, James, vous êtes client de James, mais derrière, vous avez des centaines de milliers de clients. On fait ça pour nos clients, évidemment. Et nos clients ont eux-mêmes des clients. Donc, pour être concret, mes clients, c'est des experts comptables. Oui. Le métier d'un expert comptable, c'est de faire pour ses clients de la comptabilité, des bulletins de paye, toutes les déclarations qui correspondent. Des milliards de données. Des milliards de données. Et ils ne font pas que ça, les experts comptables. On simplifierait à l'extrême si on ne parlait que de ça. Ils font aussi beaucoup de conseils et d'accompagnement. Et ça a tout son sens quand on parle de données. À quoi ça leur sert la donnée? En fait, ils sont au milieu de flux bancaires, de flux de factures. Ils passent leur temps à transformer ces flux en écriture comptable, parce que l'écriture comptable, c'est la matière première de la comptabilité. Eh bien, avec une utilisation intelligente de cette donnée, on va accélérer des choses qu'ils feraient aujourd'hui manuellement. Par exemple, la saisie des écritures. Cette écriture est le résultat d'une donnée, mais c'est aussi une donnée dont on peut se servir pour faire autre chose. Là, ça devient très concret. Voilà. Ça, c'est le sujet aujourd'hui un peu d'avenir, puisque vous soulevez, j'attendais que vous souleviez ce sujet, c'est tous les métiers de service, je pense aux notaires, je pense aux experts comptables, sont percutés par cette question de la donnée. C'est-à-dire, globalement, est-ce qu'on peut considérer, mettons les pieds dans le plat, que ça va supprimer à terme un certain nombre d'emplois, puisque tout ça sera géré par la machine? C'est un fantasme. C'est ça, non, mais c'est un fantasme répondre. permanent. L'intelligence artificielle va-t-elle remplacer l'emploi? Certains emplois, oui. Mais elle va en créer plein d'autres. On va prendre un exemple très concret. Je parlais à l'instant de l'automatisation d'une tâche manuelle qui est la saisie d'une écriture comptable. Et fastidieux. C'est fastidieux aujourd'hui. Ça va être très problématique dans les 2 ans qui viennent, puisqu'à partir de 2023, un changement de réglementation va imposer la facture électronique en France. Alors certains d'autres pays l'ont fait avant nous. Mais entre 2023 et 2025, à partir de 2025, il n'y aura plus de papier. Il n'y aura plus que des factures nativement digitales. Ça, c'est stratégie développement durable, économie de papier. Oui, et puis contrôle de la TVA pour l'État. Et par ailleurs, contrôle de la TVA. Voilà. Donc ça place l'expert comptable face à une nouvelle réalité qui est qu'il ne reçoit plus de papier. Et donc il va recevoir des flux. De la data en permanence. Il a l'opportunité de gagner en productivité grâce à l'automatisation. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça va faire disparaître des métiers? Ça va faire évoluer le métier de la saisie. Oui, sans aucun doute. Maintenant, à quoi ça va servir? Eh bien, la data, elle va permettre de mieux faire le métier, parce qu'elle va augmenter le niveau de qualité du système d'information. Quand vous donnez de la donnée à un robot, le robot, il n'est pas très intelligent. Il doit avoir une donnée de très bonne qualité. C'est ça. Il y a moins d'erreurs produites par un robot par un utilisateur. Et parce que le problème, c'est que quand on fait de la saisie de données, il y a des erreurs. Il y a des erreurs, et c'est les erreurs humaines. Voilà. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et une fois que vous avez ce robot qui va vous faire gagner en productivité, il va vous faire gagner en qualité, parce que l'intelligence artificielle va vous permettre de proposer ou de préparer des choses que l'utilisateur ferait manuellement ou n'aurait pas vu tout seul. Et donc, ça va améliorer la prestation qu'il rend à son client. Donc, Jean-Marie Desmoulians, ce n'est pas des métiers qui disparaissent, c'est des métiers qu'on transforme, parce que le robot va venir finalement, un peu comme la machine a parfois permis, comme la brouette a permis de ne pas porter et de le mettre dans une brouette, c'est un petit peu métaphoriquement la même chose. On améliore la qualité de travail. C'est ça, vous êtes d'accord avec ça? Non, parce que c'est le fantasme de l'IA est en train de renverser la table, de tuer les emplois, comme on l'avait évoqué, souvenez-vous, à l'époque du robot, qui était arrivé sur des chaînes de production et qui, effectivement, supprimait réellement des ouvriers à la chaîne. Il ne faut pas rentrer dans le fantasme, c'est ce que disait Luc Julia tout à l'heure. L'IA, c'est pas, je prends un film, c'est pas Terminator, non. C'est pas omniscient, l'IA. C'est nous qui le contrôlons. C'est nous qui contrôlons, premièrement. Deuxième, c'est un outil puissant, mais qui est là pour un service particulier, l'IA, et qui s'appuie sur un patrimoine de données. L'IA ne peut pas fonctionner si derrière, il n'a pas de la donnée pour se nourrir. Si vous coupez le robinet, vous n'avez pas d'IA. Donc, et qui actionne le robinet? C'est quand même l'humain, en fait, à la fin. Mais Jean-Marie Desmoulians, excusez-moi de poser une question aussi naïve, mais j'ai deux spécialistes qui sont dans deux domaines différents, mais qui travaillent ensemble. Et j'ai envie de poser cette question très simple. Donc, celui qui aura le plus grand nombre de données dans son cloud et dans son armoire virtuelle sera l'homme le plus puissant de la planète?
C'est une excellente question, oui. Ouais, Effectivement. Bah, je ne sais pas, il faut regarder ce que fait un Google aujourd'hui, ce que fait un AWS, enfin un Amazon. Clairement, oui. Enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le monde, Google ou Amazon, ils sont très puissants. Oui. Ils ont capitalisé depuis le début dans la genèse de leur entreprise. Ils ont commencé par la donnée. Ils sont nés dans la donnée. évidemment. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette Je exagération. sentais, François, que vous n'alliez Non. pas être Non, je suis d'accord. pas Je d'accord. sentais On n'est pas toujours que d'accord. vous vouliez, et vous connaissez bien, mais vous vouliez créer quelque chose de l'ordre du débat. Non, C'est mais ça. je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'il y a une entité suprême, supérieure à tout, qui va un jour tout contrôler. J'y crois pas. Non plus. La réalité, c'est que... En reconnaissant que la donnée, quand même, elle pèse lourd. Quand on Oui, la bien possède. sûr, mais chacun a son patrimoine. Oui. Il y a en effet besoin d'en avoir suffisamment pour pouvoir s'en servir. Mais ce n'est pas qu'une question de quantité, c'est aussi une question de pertinence de la donnée. On en revient donc à l'organisation de son patrimoine. Si vous empilez de la donnée qui n'est pas organisée, vous ne savez rien en tirer. Il faut Et- la traiter, il faut, voilà, il faut la savoir s'en raffiner, servir. votre donnée. Et donc il faut beaucoup d'intelligence, parce que dans l'intelligence artificielle, elle n'est pas très intelligente, l'intelligence artificielle. Elle ne fait que ce qu'on lui a appris à faire. Donc cette intelligence, elle reste encore chez les humains. J'ai envie de dire tant mieux, non? Tant mieux, ouais. Ah ouais. Mais pour en revenir à votre question sur est-ce que c'est celui qui en aura le plus qui va gagner? Non, c'est celui qui saura mieux s'en servir. Qui la traitera le mieux. Voilà. Et je voudrais J'ai quand même vu compléter. qu'un drone, enfin ce qui n'a rien à voir avec les sujets qui vous concernent directement, mais un drone non piloté par un homme à distance avait exécuté sur un terrain de bataille, enfin un théâtre d'opération, un homme. C'est-à-dire qu'il était totalement autonome, avec des données précises qui avaient été données sur la personne à abattre. Donc on touche toujours du doigt avec la data l'idée que tout ça pourrait nous échapper. Ce qui nous a échappé, c'est le bon sens, là. C'est qu'on a laissé la machine prendre une décision qui avait une certaine limite d'un point de vue éthique. On Je est bien ne d'accord. pense pas qu'on parle de la même chose. C'est ça. Donc il y a quand même, malgré tout, l'homme qui contrôle, qui raffine sa donnée, qui l'utilise à bon escient. Et là, on touche évidemment à un sujet qui est de l'ordre de l'éthique et de la manière de se comporter face à la donnée. J'aimerais vous répondre sur un point que vous avez souligné tout à l'heure. En fait, effectivement, vous n'avez pas d'omniscience autour de la donnée. Chaque entreprise, ici on est sur l'entreprise du futur, d'accord ? Chaque entreprise peut créer son patrimoine de données et créer ses propres nouveaux usages, ses propres nouveaux services. C'est ça, on parle de ça en fait. Aujourd'hui, et développer demain comment se transformer en fait. On parle souvent de transformation digitale ou numérique. Moi, je parle de transformation tout court. Les entreprises aujourd'hui, elles doivent être, alors, je vais utiliser un terme, un anglicisme, mais elles doivent être sur un move to transformation. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Elles doivent se transformer. Et avec quoi elles vont se transformer? Vous parliez d'or noir tout à l'heure. C'est pas tant ça. C'est surtout que ce patrimoine de données va leur permettre de se transformer. C'est ça l'idée. Et que demain, pour éviter qu'elles soient disruptées par un nouvel entrant, comme on l'a vu, comme on l'a entendu souvent avec Uber dans le domaine réglementaire, des taxis, demain, vous avez un Uber qui peut arriver sur n'importe quel secteur d'activité. C'est ce que craignent beaucoup de secteurs d'ailleurs. Exactement. Mais vous pouvez contrecarrer ça en construisant votre patrimoine de données et en l'exploitant. Justement, je voulais me tourner vers l'avenir. Il nous reste un peu moins de 10 minutes. Vers quoi on va, vers quoi on se tourne, quel est le monde de demain, et finalement quel est le monde d'aujourd'hui. C'est quoi? C'est la disruption, c'est l'idée que des entreprises qui ne sont pas du secteur mais qui viennent de la tech trouvent le bon modèle et viennent mettre un énorme coup d'épaule dans les entreprises. Est-ce que concrètement les entreprises industrielles sont en train, elles aussi, de se transformer, de se mettre en mouvement, comme vous l'évoquiez? Parce que c'est vrai qu'on le voit dans le service, on le voit dans plein d'entreprises que vous avez citées. On pense à la FAC que vous avez citée, mais est-ce que les entreprises dans le dur, dans l'industriel, se disent on n'a pas le choix, il faut y aller? En fait, vous seriez assez étonné quels que soient les secteurs d'activité, là on parle de l'industrie, mais quels que soient les secteurs d'activité, vous avez des niveaux de maturité, de prise de conscience autour du patrimoine donné qui sont très différents. On prend Cegid aujourd'hui, il y a plus qu'une prise de conscience. Ils sont dans cette démarche-là. Mais il y a des entreprises aujourd'hui qui sont au tout début de cette prise de conscience. Ou même qui se disent, ouais, j'ai des données, mais je ne sais pas trop à quoi ça va me servir. Je vous challenge un peu, mais moi j'ai parlé avec des entreprises à l'occasion de masterclass, à l'occasion de rencontres où chacun pouvait s'exprimer. Et j'avais les retours d'entreprises, industrielles pour certaines, qui disaient, nous on est prêts, mais on a tellement peur de se tromper de technologie, on est tellement peu sûr de nous et on connaît tellement peu cet univers qu'on hésite à y aller. Il y a une forme d'angoisse aussi liée à... Et ce sont des gens qui dirigent des très grosses entreprises, mais une angoisse technologique. Comment on les prend en main, là? Parce que c'est du conseil, là. Et je donne la parole à François.
Comment on prend en main des clients qui disent « j'ai bien conscience qu'il faut bouger, mais j'ai peur ». Comme dirait notre directeur technique, la technologie, ça reste un moyen. D'accord ? Aujourd'hui, il ne faut pas oublier ce vers quoi vous voulez aller. Le chef d'entreprise, il a une stratégie. D'accord ? Il veut aller d'un point A à un point B. D'accord ? Il veut adresser de nouveaux marchés. Après, la manière de le faire, ça reste une manière de conseil, effectivement, ce que nous, on maîtrise. Eh oui. Il faut donner ça à des spécialistes, ça c'est évident, voilà, parce qu'on Mais maîtrise. il faut les accompagner sur le plan presque psychologique, j'allais dire. Exactement. Nous, on fait là-dessus, par exemple, de l'idéation, on les accompagne là-dessus pour qu'ils puissent monter en maturité sur ce. Ah oui, faire de la pédagogie. Prise d'équation, de la pédagogie. Effectivement, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Il n'y a pas le choix, Oui, parce que ça va tellement vite. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, François? Parce qu'il y a des gens qui sont prêts, tout le monde a compris qu'on baignait dans la data, que le chef d'entreprise avait besoin d'avoir son patrimoine de données. C'est une expression que vous avez beaucoup utilisée pendant l'échange. Puis certains disent, moi, je ne suis pas sûr, parce que d'abord, c'est un gros investissement. Si je mets la mauvaise architecture, si je ne mets pas le bon, je perds de l'argent. Il y a quand même des angoisses, quand même. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Vous êtes rassurant quand vous le dites, en tout cas. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. On peut penser que le secteur d'activité sur lequel on est sera protégé pour une raison ou une autre. Ça, c'est par définition une erreur. On est à l'abri de rien. Ce dont il faudra avoir peur, c'est de ne pas bouger, en fait. Donc, si on prend conscience que c'est une opportunité, on n'est pas forcément... on ne s'inscrit pas nécessairement dans un travail pharaonique extrêmement cher. Ça, c'est pour rassurer ceux qui nous regardent. Mais c'est pragmatique, en fait. On veut aller où? Pourquoi? Dans quel ordre? Oui. Quels sont les objectifs? La technologie n'est qu'un moyen. Je reviens sur cette phrase qui est très juste. Donc, quand on essaye, on se trompe. Et puis après, on se trompe moins et on a des résultats et on apprend. Ou alors, on considère que ça nous concerne pas. Et là, on est en danger. C'est de ne pas bouger qu'il faudra avoir peur. C'est l'anglicisme de Move to Transform. C'est oublier son métier d'entrepreneur si vous ne bougez plus. Un entrepreneur, par définition, il prend des risques calculés, mais il est dans le mouvement. À partir du moment où vous décidez de vous arrêter, votre entreprise, elle s'arrête. Juste un petit mot à vous deux, parce qu'à la fois, vous êtes porteur de ce message autour du patrimoine de données, vous accompagnez les entreprises, vous vous transformez chez Cegid, et puis vous êtes aussi des entreprises. Vous avez aussi à gérer des organisations au sein même de James et évidemment de Cegid. Il faut quand même aussi que ça percole jusqu'au plus bas niveau, là, les transformations numériques de data, d'IA. Ça touche les organisations, ça, François? Oui, en fait, ça vient du terrain. Ah. Les idées, elles viennent de ceux qui sont dans le métier. Ou il faut qu'elles viennent. Ah oui, d'accord. C'est eux qui ont les idées, ce sont nos clients qui nous disent ce dont ils ont besoin. Après, notre métier à nous, c'est de transformer ces idées en produits qui, en l'occurrence, sont des logiciels. Et correspondent aux besoins. Et qui correspondent à un besoin. Si vous fabriquez des baignoires et que vous vous trompez de taille, vous n'aurez jamais de client pour votre baignoire qui est à la mauvaise taille. Trop petite ou trop grande. Voilà. Quand on fait du logiciel, c'est la même chose. Je repose ma question, Jean-Marie Demoulian. Les organisations humaines, ceux qui sont dans les services comptables, les salariés, parfois on leur dit, on n'a pas le choix. Le patron leur explique qu'ils sont en transformation, que c'est normal, que c'est la vie même d'une entreprise. Il faut aussi accompagner les salariés au plus bas du niveau de l'entreprise pour les accompagner aussi dans les transformations. Ça bouleverse pas mal de choses, tout ça. Oui, ça bouleverse des choses, mais c'est un accompagnement. Le côté où il faut qu'on avance et oui, ça va détruire des emplois. C'est encore une fois, moi je suis d'accord avec François, c'est un fantasme. Au contraire, ça crée de nouvelles opportunités. Je pense que ça permet aux gens d'évoluer et d'éviter qu'ils s'enferment, je dirais, dans un certain type de travail ou autre. Et ça permet Aujourd'hui, je pense qu'au contraire, la technologie, ça permet de s'élever. Et d'aller plutôt que la saisie, je dirais assez. Oui, c'est l'exemple le plus classique. Voilà, vous allez passer de la saisie à quelque chose d'un petit peu plus analytique, je dirais, et qui est quand même plus valorisé, plus valorisant. Plus valorisé, plus valorisant pour l'employé. Ce qui pose malgré tout en termes de RH la question de l'employabilité évidemment des collaborateurs et de la manière dont on les accompagne avec la technologie. Mais le changement, ça fait peur, souvent. C'est vrai. Moi, personnellement, je trouve ça formidable. Donc, c'est une question de tempérament peut-être. Mais pour en venir à des choses très concrètes, un collaborateur dans un cabinet qui avant ne pouvait pas quitter le bureau parce qu'il n'avait pas fini sa saisie, il ne quittait pas le bureau. Avec un automate, il finit à l'heure.
sont... Ils vérifient, ils contrôlent, j'imagine. Voilà, on n'a pas besoin d'embaucher des intérimaires Parce que oui. pour supporter les surcharges de travail. Et on passe du temps à des choses probablement plus intéressantes, qui sont la relation avec le client. Voilà. Donc c'est un gain aussi économique. C'est un gain, de temps et économique. C'est un gain de retour sur investissement. C'est un argument que vous utilisez aussi. On nous dit que la technologie finalement facilite, allège finalement les tâches les plus ingrates, puisque c'est de ça dont il est question. Oui, puis vous améliorez votre service client. Il ne faut jamais oublier qu'à un moment donné, vous avez un client au bout. Donc, et ça, c'est... En l'occurrence, deux pour Cegid, parce que Cegid, ce sont les experts comptables qui eux-mêmes gèrent des centaines de clients. Exactement. En l'occurrence, ce sont des milliers d'experts comptables qui ont des centaines de milliers d'entreprises de clients. Pour ne pas dire des centaines de milliers d'entreprises. C'est vrai que j'avais une échelle un peu faible. Il nous reste 10 secondes. La 5e révolution numérique, c'est quand? On y est là? On y est. On est dedans. C'est le patrimoine des données. Exactement. On est passé aux données. On n'est plus dans l'architecture et le squelette informatique là. Il faut que les entreprises... En fait, les entreprises n'ont pas le choix. Soit elles se transforment et elles vont dans cette révolution qui est présente, soit elles se mettent en risque, en fait, tout simplement. Vous êtes d'accord, François, avec cette idée? On a beaucoup parlé d'architecture et de transformation numérique. Là, on nous dit, c'est le patrimoine de données, là, maintenant. C'est la nouvelle étape. Moi, j'ai envie de vous dire, chacun choisit, en fait. Vous choisissez de tirer profit des opportunités, vous continuez de supporter des risques. C'est chacun son choix. C'était un plaisir, messieurs, de vous accueillir. J'ai appris plein de choses, parce que c'est vrai que c'est un sujet extrêmement pointu, cette question, et notamment de la notion de patrimoine de données qui vous tient très à cœur. Merci à Jean-Marie Demoulian, directeur de région chez James Group, qui n'est pas qu'une société de conseil spécialisée, évidemment, nous l'aurons compris, qui vont bien au-delà et qui, évidemment, proposent leurs services dans les entreprises auprès de vos clients. Combien de clients, d'ailleurs? On a près de 120 clients, en fait. En région, hein, chez vous, hein. Non, pas en région, en Europe. En Europe. Et François Méraud, directeur des marchés experts comptables chez Cegid. C'est 3000 collaborateurs, Cegid. Hein. Un peu plus. Un peu plus de 3000 collaborateurs. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous dans ce très beau studio. Voilà, c'est la fin de notre émission spéciale, ici évidemment consacrée à ces questions de data à l'occasion de ce 6e congrès des entreprises du futur à la rencontre de nos héros, des audacieux PME et ETI. À très bientôt.